Pierre Chalère, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la relation client de Bouygues Télécom. Merci de recevoir CherClient.tv pour ces désormais classiques interviews des responsables de la relation client en France et dans les grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelle est la vision de la relation client chez Bouygues Télécom? Qu'est-ce que c'est que cette politique de relation client? Comment vous la définiriez? J'ai envie de commencer en vous disant que c'est chez nous un axe de différenciation extrêmement fort. Pourquoi? Parce que il suffit pas d'avoir de bonnes offres et de bons produits, il faut aussi ce que les anglo-saxons appellent une expérience client réussie. Et c'est ça qui fait que les consommateurs choisissent notre marque. Et d'ailleurs, je peux rajouter que dans le domaine particulier des télécoms, le poids de cette expérience client, il est probablement en train d'amplifier son importance. Pourquoi? Parce que les offres se nivellent de plus en plus. Et donc il y a entre Bouygues Télécom, SFR, Orange et les autres acteurs sur le marché, la différence en termes de tarification de l'offre est en train de se réduire de plus en plus. Et donc c'est bien l'expérience client qui fait la différence. Et donc dans nos choix d'investissement, notamment les investissements en matière de relations clients ont un poids et une priorité particulière chez nous. Alors comment vous définiriez en quelques mots ce qu'est une bonne relation client? Si vous avez réussi dans votre mission, ça se voit comment? Ça se voit déjà, oui, avec la petite affiche qui est derrière chez nous, qui est un... Bon, non, mais je vous la montre parce qu'on est évidemment très fiers d'être donc, suite aux études que font de manière annuelle Bearing Point et TNS Sofres, on est pour la deuxième année consécutive numéro 1 de la relation client dans le domaine du mobile, et c'est un aboutissement au sens où c'est la matérialisation de ce que les clients eux-mêmes, puisque c'est les clients qui parlent, disent de la qualité de notre relation. Donc ça passe par une bonne relation client, c'est une relation client. Là, ça dit que vous êtes meilleur que les autres. Oui, mais ça dit aussi que les clients le disent. Les clients le voient. Et donc une bonne relation client, pour moi, c'est deux choses. C'est ce qui fait que les clients ont envie de rester chez nous, nous font confiance et nous renouvellent leur confiance. Ça, c'est la première chose. Et c'est également une relation client qui met nos clients en position d'être ambassadeurs de notre marque. Et donc, quelque part, qui contribue à créer de la valeur parce qu'ils convainquent leurs proches de nous rejoindre parce qu'ils sont convaincus que c'est mieux. Vous évoquez la notion de valeur. Cette valeur de ces clients, pour vous, comment vous la définissez chez Bouygues Télécom? Ça vaut combien un client? Ou qu'est-ce que ça vaut un client? Alors, effectivement, il y a une manière financière de la mesurer, j'y reviendrai, mais c'est pas la seule. Déjà, la valeur chez nous, elle se matérialise par le fait que l'ensemble de l'entreprise est orienté client. Un exemple, par exemple, on fait tous les ans une opération qui s'appelle Tous au service de nos clients, qui amène à envoyer l'ensemble des collaborateurs, notamment du siège, donc des gens qui n'ont pas d'habitude le client en face, dans les points de vente et sur les centres d'appel pour mieux matérialiser, capter ce qui se passe et en quoi leur métier, ça peut être des gens de marketing, des gens d'informatique, des gens de réseau télécom, en quoi leur métier contribue ou pas d'ailleurs à une expérience client réussie. Et ça, c'est extrêmement riche parce que quand ces gens-là reviennent dans leurs équipes, ils ont plein d'idées pour améliorer. Alors, la valeur, est-ce que c'est par exemple un moyen d'étalonner? Est-ce qu'il y a des clients qui valent plus que d'autres? Après, il y a une vision effectivement plus financière, où, alors un peu à l'instar de ce que font les banques, nous on travaille sur deux dimensions de valeur. La valeur instantanée qu'un client rapporte, alors, évidemment. Un adolescent avec un forfait bloqué, il rapporte de manière instantanée, probablement un peu moins qu'un professionnel qui utilise son téléphone tout au long de sa journée professionnelle. Par contre, cet adolescent, il y a fort à parier que s'il est content chez nous, il sera demain un professionnel qui dépensera. Et donc on mesure une double dimension de valeur instantanée, mais aussi potentiel de valeur future, et on oriente nos actions, notamment fidélisation, autour de ces deux dimensions.
D'accord. Et donc une valeur, vous la mesurez à la fois en instantané et dans la durée. Et ça veut dire que votre entreprise a des comportements ajustés en fonction de ces différentes valeurs, ou c'est juste un constat et que ça ne change pas la relation de vous comporter de la même manière. Vous avez Alors on met un point d'honneur chez nous à dire le client qui rapporte une valeur plus ou moins grande, on lui doit la même nature de service. Et donc on a d'ailleurs dans nos documents commerciaux, vous pourrez le trouver, une notion de promesse de service. Donc un certain nombre d'engagements qui sont écrits, que l'on se met un point d'honneur à tenir tout au long de la journée, et qui, elles, sont proposées à l'intégralité de nos clients. Alors ça ne veut pas dire que certains clients en plus ne peuvent pas bénéficier là, de services premium, mais en tout cas que le socle de promesse qui fait la réussite de l'entreprise, il est valable. Vous n'avez pas des durées d'entretien en hotline qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires généré. Un client est un client. Et c'est aussi une manière de répondre sur la valeur. Un client est un client, vous lui devez les mêmes basiques. On a par exemple, nous, des promesses en matière de situation d'urgence. Donc on vous a volé votre téléphone, que vous soyez un gros ou un petit client, vous avez la même souffrance. Et donc nous devons d'avoir la même rapidité, la même qualité dans la réponse qu'on fera à ce client. Donc vous mesurez cette valeur client régulièrement, c'est qu'un client en fonction du cycle de vie sur le produit de votre entreprise, vous allez l'analyser régulièrement et l'étalonner et voir si cette valeur évolue normalement, anormalement, etc. Alors on va regarder si notamment la valeur globale de notre base client se développe. D'accord. Donc on mesure évidemment, puisque c'est directement lié à la rentabilité dans les modèles économiques d'un opérateur mobile, on mesure de ce qui s'appelle le churn, donc le nombre de clients qui nous quittent malheureusement tous les mois, et on fait des mesures de churn par segment de valeur pour évidemment savoir si la valeur fuit ou si au contraire la valeur se développe. Ce qui revient à parler de la notion de fidélité, qu'est-ce que c'est pour Bouygues Telecom un client fidèle? J'y répondais un tout petit peu tout à l'heure. Un client fidèle, c'est quelqu'un qui à la fois nous fait confiance dans la durée, et qui convainc ses proches de nous rejoindre. Donc depuis maintenant quelques mois, on est aussi un acteur du domaine du fixe, puisque l'on a lancé nos offres B-Box. Un client fidèle, c'est quelqu'un qui sera tellement convaincu de la qualité de notre service qu'il va aussi prendre les nouveaux produits et nouveaux services. Une box chez nous, donc les nouveaux produits. Même chose sur un père ou une mère de famille qui est équipé d'un Léo 2 chez nous et qui fera le choix pour son petit dernier qui rentre au collège de prendre un forfait bloqué chez nous. C'est vrai que dans votre métier, c'est pas comme dans l'automobile où on peut être fidèle à une marque et sans forcément changer de véhicule et sans forcément s'en servir et sans forcément fréquenter la marque. On peut se sentir fidèle à telle ou telle marque en ayant un véhicule de 25 ans, acheter uniquement des véhicules d'occasion de cette marque sans passer par le réseau. Là, dans votre métier, c'est pas le cas. On ne peut pas être client sans qu'on le sache. Sans vous le sachiez, sans vous ayez identifié, etc. Et la fidélité à la marque chez un opérateur mobile, avec un produit qui est maintenant le quotidien de la vie des Français, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Est-ce qu'il va y avoir, comme dans certains métiers, comme la banque par exemple, de la multibancarisation? Est-ce qu'il va y avoir du multi-opérateur? Est-ce que vous allez avoir des gens qui vont avoir être clients à la fois chez vous et chez vos concurrents? Est-ce que ça arrive? Alors ça arrive à l'échelle d'un foyer, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un mobile chez SFR, un mobile chez Bouygues Télécom et votre box chez Orange. Oui. À l'échelle d'un individu, c'est plus difficile. On a dans certains pays d'Europe, notamment en Italie, les individus sont dits multi-SIM, c'est-à-dire qu'ils prennent plusieurs offres et en fonction de l'heure de la journée, ils mettent la bonne SIM. En France, c'est pas quelque chose qu'on connaît, probablement lié à la structure des offres, et notamment chez nous, un peu de promotion de nos offres au passage, mais les offres dites néo qui sont illimitées, tous opérateurs, elles ne rendent pas nécessaire ce genre de choses. Alors cette fidélité, vous la mesurez, vous avez une fidélité standardisée en disant voilà, c'est à la fois un outil de mesurer pour mesurer le retour sur investissement,
le coût d'acquisition d'un client, il va être rentabilisé en quelque sorte, puisque vous subventionnez des offres de téléphone. Ce que vous vendez, vous, c'est du tuyau et de la connexion, et pour vendre cette connexion, vous promouvez l'outil qui permet de consommer. Cette fidélité, est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à évoluer positivement? Est-ce qu'on est plus fidèle? Est-ce que plus on va vers le triple play, le quadruple play, est-ce que ça, c'est plus j'ai de produits dans une même marque et plus je suis fidèle? Ça se vérifie dans votre métier aussi? Ça se vérifie tout à fait. C'est-à-dire qu'un foyer qui est multi-équipé, on sait qu'il est beaucoup plus fidèle. Alors est-ce que c'est la poule ou l'œuf, ça je ne sais pas, mais en tout cas, un foyer qui se retrouve en situation d'avoir toutes ces lignes, y compris sa Bibox chez nous, c'est probablement quelqu'un qui avait un attachement à la marque Bouygues Télécom qui était très fort, mais lui-même est également beaucoup plus fidèle. Et vous suivez cette notion justement de foyer au-delà de l'individu, l'individu dans son foyer, en disant voilà, j'ai un foyer avec le mari chez nous, la femme chez nous et l'enfant chez nous, et donc vous considérez que c'est un foyer plus fidèle, plus acquis qu'un foyer qui serait... Vous avez cette notion, vous avez ces informations ou pas du tout? Alors plus acquis, peut-être pas. Alors effectivement, on le suit, justement, on revient sur la question que vous posiez sur la valeur. On s'est il y a longtemps rendu évidemment compte que trois clients dans la même famille qui avaient des petites offres pouvaient ramener une valeur globale pour l'entreprise qui était supérieure à un client qui avait une formule tarifaire élevée. Donc c'est un incontournable chez nous d'arriver à appréhender le foyer, et c'est encore plus vrai avec l'avènement des offres box, où là, de fait, vous allez devoir proposer à des individus et à un foyer une offre de télécommunication, que ce soit de la voix, de la data en mobilité, en fixe, qui soit globalement plus attractive. Donc on commence à travailler maintenant par exemple des études de consommation, un peu comme ce qui se passe dans le domaine d'entreprise, sur un foyer, en disant écoutez, faites donc ce genre d'adaptation globalement de vos forfaits, et globalement vous allez payer moins cher. Alors quels sont les facteurs de fidélité? Vous avez parlé de la qualité, ça se manifeste comment pour un utilisateur de téléphone mobile? C'est quoi cette qualité? Comment vous générez de la confiance? Comment vous générez de l'attachement? On bâtit chez nous des pyramides d'attente. Ça ressemble beaucoup à des pyramides de Maslow. Le basique, quand quelqu'un a acheté un téléphone, c'est qu'il a besoin de service. Il faut que ça téléphone, que ça téléphone partout, qu'il n'y ait pas de problème avec l'utilisation de son produit. Donc ça, c'est vraiment le socle d'attente. C'est comme l'eau chaude dans l'hôtel. Donc ça, c'est impératif que vous ayez un réseau qui couvre partout, que vous ayez pensé à dépenser un petit peu de temps au moment de la vente pour mettre le mobile en main du client. Donc, le premier niveau d'attente. Le deuxième niveau, c'est que quand il a des questions, des interrogations, il attend de vous, l'opérateur, que vous soyez là pour répondre à ces interrogations. Donc ça, c'est encore très réactif pour nous, parce que c'est à l'initiative du client. Et après, il y a encore chez nous deux étapes d'attente, qui sont alors à la fois plus proactives. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'une manière de fidéliser les clients, c'est de lui montrer que vous êtes à ses côtés et que vous êtes capable d'anticiper ces demandes. Et notamment, nous, on a, grâce à nos gros systèmes informatiques et nos gros data warehouse, on a tout à fait la capacité de savoir si tel ou tel client il est positionné sur une offre qui correspond à sa consommation réelle. Et donc nous, on prend la peine d'appeler ces clients-là en disant écoutez monsieur, manifestement vous êtes pas sur la bonne offre. Vous payez 5 € trop cher tous les mois. Et ça c'est extrêmement fidélisant parce que vous montrez que vous connaissez vos clients, vous montrez que vous prenez la peine de faire une démarche proactive. Vous n'êtes pas que cupide, que vous savez aussi. Vous montrez que c'est du gagnant-gagnant, ce qui se vient. Parce que le mauvais calcul serait de dire ah ben non, je sais qu'il dépense ce client-là 5 € de trop. Je ne vais pas lui dire,
je ne vais pas lui dire, et c'est toujours 5 € de gagné. En fait, sur le long terme, c'est un calcul qui est extrêmement dévastateur, et il vaut mieux, au contraire, lui dire, et vous y gagnez en fidélité. Et donc, quelque part, j'ai un angle très financier, mais vous vous y retrouvez financièrement dans la durée de manière certaine. Alors ça, on l'entend. C'est vrai que quand on entend parler des services, des relations des Français avec les opérateurs de mobile, on a plutôt l'impression qu'ils sont toujours un peu en bagarre, que pour obtenir quelque chose, que quand ils veulent résilier, c'est pas facile, qu'ils se sentent un peu ficelés, etc. Puis on entend ce discours en disant nous, on prend la peine d'ajuster, etc. Est-ce que vous êtes très différent? Est-ce que ça concerne finalement assez peu de cas? Est-ce que c'est suffisant pour créer ce sentiment d'attachement, etc. Comment, en prenant du recul par rapport à ce marché, qui fait quand même beaucoup parler, parce que quand on veut parler de quelque chose où les hotlines sont difficiles, où les relations ne sont pas évidentes, etc., on parle souvent de la téléphonie mobile. Alors, est-ce que, étant peut-être le challenger de concurrents qui sont gros, installés, etc., vous avez une politique plus qualitative, plus relationnelle, etc., et que c'est votre manière de vous différencier? Est-ce qu'il y a de l'abus dans ce qui est dit et que c'est peut-être pas si pire que ça, simplement il y a tellement de gens qui sont clients des opérateurs mobiles que finalement il en suffit il y a un tout petit pourcentage qui ne sont pas très contents pour que ça donne l'impression que tout le monde est mécontent. Comment vous voyez ça? Un peu tout ça à la fois. Effectivement, on sait très bien qu'un client mécontent, il en parle là. Pas plus. Bon. Donc il y a clairement un peu de ce phénomène-là. Après, c'est vrai que le marché évolue. C'est vrai qu'il y a quelques années, les opérateurs au sens large basaient beaucoup leur fidélisation sur simplement le fait de faire signer une durée d'engagement à un client. Il est coincé, c'était toujours des grands. C'est une forme de fidélité, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure. Et nous, on a toujours travaillé au contraire, et là on revient sur l'aspect différenciation qui est une réalité chez nous. On a toujours travaillé en se disant comment je fais pour non pas dissuader un client de partir, notamment parce qu'il a signé 24 mois, mais plutôt comment je fais pour lui donner envie de rester. Donc signer 24 autres mois. Voilà. Sans être forcé, si je puis dire. C'est un renversement complètement complet de posture et qui porte clairement ses fruits. Alors c'est payant, c'est la question qui me venait, c'est est-ce que ça c'est payant? Parce que parfois on se dit, ok, c'est bien d'être vertueux, et puis on se dit, est-ce que c'est profitable? Est-ce qu'on est payé en retour par un accroissement, une accélération par rapport à mes concurrents? Ou est-ce qu'en réalité, donc vous dites c'est payant? Ah oui, c'est clairement payant. On prend des parts de marché grâce à ça. Alors effectivement, probablement qu'il y a eu un certain nombre d'abus, c'est ce qui a d'ailleurs amené le législateur à se prononcer là-dessus. La loi Châtel qui date de juin de l'année dernière, principalement, elle était principalement en réaction à un certain nombre de remontées que l'on suit nous de près. Alors je ne dis pas qu'on fait tout bien, par contre on surveille de manière très forte toutes les remontées négatives des clients, quelque chose qu'on surveille, le bilan est annuel de mémoire. La DGCCRF fait tous les ans un bilan du top 20 des réclamations dans le domaine des télécoms, alors tout métier des télécoms confondus, que ce soit de la DSL, du fixe, du mobile. Et c'est en regardant notamment notre position dans ce ranking-là qu'on se conforte dans nos choix. Alors, ça revient un peu au commentaire de tout à l'heure en disant est-ce que c'est au royaume des aveugles les borgnes sont rois, ou est-ce que tout secteur d'activité confondu, Bouygues Télécom est dans le peloton de tête en matière de comportement en relation client? Est-ce que vous avez dit écoutez, les contrats de 24 mois c'est trop long et le client est enfermé, c'est pas juste, il part quand il veut, après tout c'est mieux comme ça, ils auront tellement confiance en nous qu'on se sent solide et on sait qu'il partira pas? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, si vous comparez aux banques, notamment je reviens sur l'enquête annuelle TNS of Bearing Point. L'un des gros intérêts, c'est que ça multisectoriel. C'est multisectoriel. Oui. Mais vous êtes numéro 1 en téléphonie mobile. On est numéro 1 en téléphonie mobile, vous faites bien de le remarquer. On est assez groupé dans tous les métiers de service. Alors il y a clairement là des deux populations qui se dégagent, c'est ceux qui sont positionnés sur du produit, notamment les constructeurs automobiles par exemple, et puis sur le service qui est plus immatériel et probablement
dans la fidélité, dans la qualité de la relation client est plus complexe à maîtriser. Et là, on se tient tout à fait avec oui, des assureurs, des banquiers qui ont des problématiques de relations clients qui sont assez voisines. Et d'ailleurs, on échange beaucoup avec ces gens-là. Hein. Donc on est en avance. Après, ça dépend de vos spécificités de métier, mais du coup, vous développez des solutions innovantes sur certains sujets et moins sur d'autres. Et quand vous échangez avec les bons de la profession, vous pouvez progresser de manière extrêmement intéressante. Alors, il y a pas mal de débats sur la relation entre la fidélité et la satisfaction. Est-ce que pour vous, alors souvent la conclusion c'est souvent de dire oui, mais c'est l'inverse, c'est un client insatisfait est le plus souvent infidèle, mais un client satisfait n'est pas forcément fidèle. C'est vrai chez vous aussi? Oui, je sais même pas s'il y a vraiment un débat. C'est quelque chose qui se retrouve dans l'ensemble des secteurs d'activité. C'est-à-dire que la satisfaction, c'est une condition nécessaire de fidélité, mais largement pas suffisante. Donc, et donc on a d'ailleurs abandonné dans la manière de mesurer la satisfaction, on a abandonné les études traditionnelles qui font que vous prenez un échantillon représentatif de vos clients et puis tous les X mois vous regardez s'ils sont satisfaits. L'expérience montre que ça ne bouge pas beaucoup. Donc vous n'avez pas beaucoup de matière d'ailleurs pour travailler à la fois vos points forts et vos points d'amélioration. Et donc on est passé sur des modèles qui sont des modèles de mesure qui sont beaucoup plus segmentants, notamment ce qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, qui là fait la différence entre les clients qui sont ambassadeurs de votre marque, qui disent ah bah oui, c'est tellement bien Bouygues Télécom que je vais le recommander à mes proches. Et donc vous regardez la différence entre ces promoteurs et ce qui s'appelle les détracteurs, donc les gens qui sont tellement pas contents ou d'ailleurs moyennement contents et qui eux font plutôt de la consommer l'énergie à vos nuits. Voilà, exactement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous donne vraiment vos points forts, vos points d'assise. Les voilà, et c'est ça qu'il faut évidemment travailler à savoir quel est le moteur de cette prescription. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un client devient promoteur? Sur les détracteurs, qu'est-ce qui fait que vous fabriquez potentiellement des détracteurs et où faut-il agir pour niveler ça? Il y a une spécificité dans l'univers de la téléphonie mobile pour ça, ou est-ce que c'est des ressorts classiques qui fonctionnent? Non, je pense qu'il y a des spécificités liées au fait que le mobile est maintenant indispensable. Et donc il se passe un certain nombre de choses dans la vie d'un consommateur de téléphonie mobile. Nous, en interne, on parle de moments de vie qui n'ont pas le même poids dans la perception des clients. Et il y a des moments de vie où si vous faites mal le boulot, vous fabriquez des détracteurs de manière terrible. Je prends un exemple qui est le SAV, par exemple. Quand votre mobile est en panne, soit vous avez... c'est probablement un des moments de vie qui est le plus clivant. Et donc soit vous répondez présent, vite, bien, et là vous fabriquez un ambassadeur, parce que là, le client il se dit j'étais pas bien, j'étais dans la mouise, et ils étaient à mes côtés, ils m'ont aidé. Et l'inverse est vrai. Si à ce moment-là vous le laissez avec ses problèmes, là il vous en veut terriblement. Alors la particularité de votre marché qui fait que vous vendez deux produits et deux services en un, le vôtre et celui de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'un constructeur de téléphone, est-ce que vous prenez pas un risque finalement quelque part de vous rendre dépendant dans la durée de défauts qui ne seraient pas les vôtres, qui seraient les défauts des produits de des téléphones que vous vendez? C'est vrai que c'est une des difficultés. Ce sera de plus en plus le cas sur de la DSL par exemple. On est dépendant dans la qualité de service globale perçue par le client, on est dépendant de la France Télécom, on peut être dépendant d'un Canal+, parce que c'est le bouquet de chaînes qui sera véhiculé sur notre box. D'un fabricant de box sous-traitant, sur le mobile, on est du effectivement... PC qui est à l'autre bout, etc. On peut être dépendant de la qualité du téléphone, et donc là, ça amène à des sujets intéressants de travailler la fidélité avec votre partenaire. Parce que quand vous avez acheté un Nokia ou un Samsung ou un LG, LG ou Samsung ou Nokia considèrent que ce consommateur, il est aussi son client.
Et donc on travaille à des approches de fidélisation croisées, si vous voulez, en partant du principe que... votre intérêt est conjoint. Voilà, l'intérêt il y est. Et ça doit être d'autant plus compliqué, parce que malgré tout, il y a aussi des intérêts disjoints. Ah, pas tant. Les constructeurs de téléphones, par exemple, sont très sensibles à des approches de fidélisation à leur marque. Non, au contraire, ils sont assez sensibles à... Donc ils sont très à l'écoute des remontées qu'on peut faire, parce qu'ils n'ont pas ou rarement le consommateur en direct. C'est nous qui l'avons. Donc on est un capteur de perception de leur marque qui est extrêmement fort, et donc dont ils se servent avec grand plaisir. Oui. Après, il y a des problématiques justement sur les offres qui sont concurrentes, sur ce qu'on installe sur un téléphone mobile, les applications qui peuvent venir soit de l'opérateur, soit du constructeur de téléphone. Et là, il peut y avoir un peu de compétition. Oui, alors nous, contrairement à d'autres, on a fait un choix clair où notre métier c'est de fournir des services de télécommunication et pas de faire de contenu. Et donc au contraire, on a une politique très très claire vis-à-vis de ces partenaires de contenu en disant nous on veut que via nos téléphones, nos box et autres, nos clients aient accès au meilleur du contenu, et donc on est un metteur en relation, on n'est pas un concurrent en contenu. Votre métier qui a évolué de plus en plus vers l'Internet avec le Quadruple Play, le WAP, etc., est conditionné par Internet, utilise Internet. Est-ce que vous diriez que l'Internet a une grosse incidence, ou quelle incidence ça peut avoir sur la fidélité de vos clients? Ah oui, c'est une incidence extrêmement lourde. Alors au moins de deux manières. Déjà la première chose, c'est Internet en tant que support à la relation que vous entretenez, vous opérateurs, avec vos clients, parce que c'est un média qui est plus riche, et qui est plus personnalisable, et qui permet d'entretenir une relation qui est beaucoup plus suivie. Juste trois éléments de repère. Un client nous appelle ou passe dans une boutique, une fois tous les 6 mois, on va dire. Mm-hmm. Par contre, il vient sur son espace client, sur le web, il vient plusieurs fois par mois. Il prépare ses achats, il prend connaissance des nouvelles offres, on peut lui faire, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, on peut profiter de son passage pour lui dire monsieur, on sait que votre forfait n'est plus adapté, prenez-en un autre. Mm-hmm. On peut le laisser choisir lui-même son forfait grâce à des outils de comparateurs et autres. Ça, tout ça, c'est la technologie même d'Internet qui le rend possible. Et c'est un peu comme si il y avait un Bouygues Télécom par client. Exactement. Ça donne vraiment une interaction qui est totalement adapté au client que vous avez en face, en fonction de son historique. Est-ce qu'il est chez vous depuis 3 mois ou depuis 10 ans? Est-ce qu'il a 3 lignes? Est-ce qu'il est gros consommateur, petit consommateur? Est-ce qu'il part à l'étranger le mois suivant? Tout ça, vous êtes capable de le capter et d'en tenir compte dans la manière dont vous allez échanger avec lui. Et donc ça donne une relation qui est beaucoup plus, à la fois beaucoup plus dense et beaucoup plus pertinente, parce que vous lui dites des choses qui sont en phase avec son contexte et ses attentes. Est-ce que vous croyez qu'on peut s'attendre à beaucoup d'évolutions en la matière, justement, dans le fait que l'environnement, l'espace Internet qu'on propose aux clients va de plus en plus être personnalisé, à tel point que le Bouygues Télécom de l'un sera très très différent du Bouygues Télécom de l'autre? Ou est-ce que l'image de la marque fera que ça sera des variations à la marge, plutôt dans la correspondance, l'adaptation à des attentes particulières? D'après vous, ça va beaucoup bouger? On en est au début d'une histoire, ou est-ce qu'au contraire on a déjà atteint une certaine maturité dans ce qu'on peut faire avec ça? Je pense qu'on est encore au début d'une histoire. Donc on peut arriver à des modèles de relations qui sont extrêmement segmentés demain, et ça Internet nous permet de le faire. C'est-à-dire que dans le modèle traditionnel de relation client au téléphone, c'était possible du lundi au samedi, du 9h à 21h. Avec Internet, c'est tout le temps et partout. Vous consommez quand vous avez envie, et partout où vous en avez envie. Donc ça change quand même beaucoup de choses dans à nouveau la densité et la densité de l'échange avec le client.
Ça, c'est la première chose. Et après, ce qui change aussi beaucoup, c'est j'allais dire presque le rapport de force entre le consommateur et la marque. Au sens où, avec Internet, il y a toute une partie de votre image de marque que vous ne maîtrisez plus. Et c'est très intéressant d'ailleurs de taper relation client Bouygues Télécom ou relation client Orange sur un moteur de recherche et de voir ce qui sort. Et souvent, c'est pas vos pages qui sortent, c'est ce que les gens disent de vous dans les blogs et autres. Donc ça, par essence, vous ne le... Et vous pensez que les marques ou que votre marque est préparée à ça? On parle beaucoup du Web 2.0, du consommateur acteur qui va maîtriser la relation davantage, qui sera... avant, il y avait le stylo et l'échiquier, c'était déjà très fort, mais il était isolé. Maintenant, il y a un aspect plus collectif. On parle des classes actions aux États-Unis, on voit que c'est difficile en France. Qu'est-ce que ça change pour Bouygues Télécom, le Web 2.0? Ce qui change, c'est effectivement ce rapport. Et après, nous, on a une attitude plutôt positive vis-à-vis de ça, qui consiste à dire, parmi tous les gens que vous ne maîtrisez pas, qui parlent de vous, il y a des gens qui en parlent bien aussi. Oui. Donc, comment pouvez-vous organiser le fait que c'est... On revient sur les ambassadeurs, que cette communauté d'ambassadeurs de la marque Bouygues Télécom voit leurs interactions facilitées. J'ai deux exemples à vous donner. Le premier, il s'appelle geeks.com. On a sponsorisé, subventionné une initiative qui n'a rien à voir avec nous, de geeks, donc de fans de technologie en téléphonie mobile, qui donc ont développé ce site qui maintenant est un des tout premiers sites en matière de description de technologie sur le domaine de téléphonie mobile. Et c'est plutôt des gens qui sont ambassadeurs dans nos marques. Donc c'est plutôt une résonance positive. Est-ce que ça veut dire que la marque Bouygues Télécom est quelque part un peu préparée à laisser une place au consommateur dans l'évolution de l'offre Bouygues Télécom? Je pense que c'est inéluctable. Donc vous avez deux attitudes, vous mettez la tête dans le sable et vous attendez que ça passe et ça passera pas. Ou alors vous faites avec et puis vous trouvez une manière une manière d'encourager également ce buzz positif. Et après, même le buzz qui est négatif, il a une vraie valeur. C'est-à-dire que mais le buzz, c'est une réaction à une offre. Mais si par exemple, demain, vous avez des collectifs de clients Bouygues Télécom qui disent l'offre, elle doit être différente, moins segmentée, plus agglomérée, il doit y avoir des packages pour telle population, on voudrait nous proposer, voilà ce qu'on pense que devrait devenir Bouygues Télécom. Est-ce que dans la démarche marketing de l'entreprise, on est un peu préparé à ça? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, des espaces d'échange collaboratifs entre les clients et la marque pour définir la marque de demain? Où est-ce qu'on en est là-dessus? Alors on n'en est pas encore là. Par contre, le fait de se servir de ce que les gens disent de vos produits comme un capteur marketing avancé, ça on l'utilise déjà. Et c'est vrai que c'est une matière extrêmement riche. Ça complète parfaitement les moyens plus traditionnels d'études qualitatives, quantitatives que vous pouvez faire. Ça, c'est du temps réel et du vécu d'une part, et vous avez sur le web des signaux faibles. Souvent, vous allez en quali-quanti avec une idée déjà de ce que vous voulez proposer. Donc les gens réagissent vis-à-vis de cette idée. Là, sur le web, vous avez des tendances qui sont à nouveau des signaux faibles et qui vous permettent probablement de deviner, si vous les lisez bien, ce que les gens attendent vraiment de la téléphonie mobile. Et notre métier, fondamentalement, c'est de leur proposer ce qu'ils attendent. Et donc c'est un capteur extrêmement intéressant. Et vous avez un exemple d'un signal faible que vous avez détecté et qui vous a fait changer quelque chose de significatif? Eh ben, Néo, oui. Donc le Néo historique de 2006, qui était le premier forfait en France avec de l'illimité de tous opérateurs, ça venait de signaux faibles, des signaux faibles des clients, qui disaient, finalement, alors soit j'ai de l'illimité dit on-net, c'est-à-dire que je suis client de l'opérateur A, c'est illimité mais uniquement sur l'opérateur A,
soit c'était limité sur certaines durées. Et les clients disaient, ah oui, mais on a toujours un petit doute dans la tête, est-ce qu'on est dans les bonnes conditions d'utilisation, est-ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est quelque chose qui libère vraiment complètement. Donc ça fait partie des choses que vous êtes adapté, quoi. Et alors, vous avez parlé d'Internet, votre offre elle est sur le téléphone mobile. Si vous deviez nous brosser un panorama des canaux de la communication client de Bouygues Telecom, c'est quoi aujourd'hui? Des call centers, bien sûr, mais quoi? Alors, on fonctionne... Vous avez parlé d'une visite en boutique tous les 6 mois et de 10 passages par mois sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on fonctionne, nous, dans une approche d'une relation client dite multicanal. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous travaillez à rendre cohérent l'ensemble des points de contact qui véhiculent votre marque, c'est-à-dire que les consommateurs associent comme étant votre marque. Donc il y a un certain nombre de communications sortantes, donc émises par l'entreprise. Donc là on retrouve tous les marketing direct, qu'ils soient papier, électronique et autres. Et puis des canaux qui sont plutôt des canaux rentrants, donc où les clients viennent à leur initiative. Et là on fonctionne sur un trépied, on va dire, de canaux qui portent vraiment notre marque, que sont Internet. Donc vous avez sous bouyguestelecom.fr, vous avez un espace qui est dédié aux clients, qui s'appelle l'espace client. Notre réseau de boutiques, donc 600 clubs, c'est marqué Bouygues Telecom en haut, et puis nos centres de relations clients. Qui sont internes chez vous? Alors qui sont internes, et qui est d'ailleurs un des choix extrêmement fort chez nous, qui est de dire les populations, les collaborateurs qui sont en contact des clients, c'est eux qui portent votre marque. Et donc c'est très important que ça ne soit pas confié à d'autres. Donc là, alors, il y a certains sujets où c'est néanmoins confié à des prestataires parce qu'on ne peut pas être là en 24/24, 7 sur 7 et compagnie. Mais sur le cœur de ce qui fait la valeur de la relation client, ça c'est un choix de le faire avec des collaborateurs. Donc ces trois canaux-là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à les faire fonctionner en totale cohérence. Alors, donc la notion de base de données relationnelle sur la relation client, tout part et revient là. Voilà. Donc la compréhension on sait que le client il est par essence multicanal, c'est-à-dire qu'il vient plusieurs fois sur Internet pour préparer une vente, et après il se décide et puis il passe un coup de téléphone pour la conclure ou il se rend dans une boutique. C'est extrêmement important pour le conseiller de vente en boutique ou le conseiller client au téléphone d'avoir l'historique des contacts que le client a eu avec l'entreprise, tout point de contact confondu, pour être pertinent au moment où il a le client en ligne. Et donc j'oublie un nouveau et ça me ramène au sujet 2.0, un nouveau canal de contact qui est un peu particulier, puisqu'on a développé l'année dernière une belle innovation, je trouve, en matière de relations clients, qui s'appelle une plateforme d'entraide. Et donc ça, c'est quoi? C'est un lieu où nos clients aident nos clients. Alors on l'a testé sur des sujets d'assistance technique, comment paramétrer mon téléphone et autres. Et donc on s'est par exemple rendu compte qu'on n'était pas toujours au point, malgré toute la recherche la veille qu'on fait sur l'ensemble des produits commercialisés, on n'était pas toujours au point sur la meilleure manière de paramétrer tel ou tel modèle. Alors que les clients, eux, le savaient. D'une part, ça c'est les notions d'intelligence collective qu'on trouve dans les wikis, et ça c'est connu, mais la nouveauté, c'est qu'on s'est rendu compte que les clients qui étaient plutôt ambassadeurs, ils sont prêts à investir du temps pour aider les gens de la communauté Bouygues Telecom. Donc ça fait quelque part un canal de contact un peu différent de ceux que je citais, parce qu'il n'est pas là aussi totalement maîtrisé par l'entreprise, mais qui complète parfaitement les modes plus traditionnels. Et quelle est la relation avec cette communauté? Comment elle fonctionne, cette relation? Vous surveillez, vous regardez ce qui se passe? On intervient très peu. Alors là où on intervient, c'est par exemple pour estampiller certaines réponses.
Oui. Donc on a des conseillers de clientèle qui sont membres de cette plateforme d'entraide et puis qui disent oui, cette réponse-là, c'est effectivement la bonne, parce que parfois ça tâtonne un peu. Et vous avez dans cette communauté des partenaires premium, gold, des gens qui sont des référents. Vous allez faire une espèce de prolongement d'entreprise vers cette communauté ou c'est pas encore. Alors pour l'instant, donc la manière dont on l'a conçu, c'est que les membres de cette plateforme d'entraide notent eux-mêmes la valeur ajoutée, la pertinence des posts qui sont faits. Et de fait, après, il y a un petit classement des meilleurs contributeurs. Et donc on réfléchit à la manière justement d'interagir, ça c'est l'étape d'après, avec ces meilleurs contributeurs, parce que ça c'est des gens qui sont particuliers dans notre communauté de clients ambassadeurs. Ils sont encore plus ambassadeurs que les autres quelque part. Alors qu'est-ce que vous diriez là? On voit la récompense, la reconnaissance de vos pairs en quelque sorte et des clients sur la qualité de votre relation client. C'est quoi les plus beaux succès en matière de relations clients de l'entreprise sur ces dernières années? En quoi vous pensez que ça a bien fonctionné? J'en citerai au moins 3. Le premier, c'est le succès des modèles de relations clients basés sur les collaborateurs. On revient sur la notion de centre internalisé. Là aussi, on peut se dire faussement, c'est plus cher que de le sous-traiter. Excusez-moi sur ce point-là, est-ce que vous pensez que vous ne pourriez pas atteindre le même niveau de qualité avec des plateformes externalisées, quels que soient les moyens et l'organisation? Je pense qu'une manière de réussir une bonne relation client, c'est de faire en sorte que les populations, les hommes et les femmes qui sont en contact avec les clients, ils soient eux-mêmes porteurs de la marque. Oui. Et donc je sais pas, c'est un joker. Je sais pas si c'est pas faisable avec des partenaires extérieurs. En tout cas, quand c'est vos propres collaborateurs, ça c'est acquis. Ça c'est acquis parce qu'ils vivent viscéralement du Bouygues Télécom. Et je pense que ça se sent et ça se... Il y a aussi le vrai débat sur l'évolution de carrière de gens internes. C'est pas toujours possible dans toutes les entreprises d'offrir les mêmes perspectives que dans... c'est un peu le problème des CS2I et des structures informatiques internes. C'est le même débat. Et ça, peut-être deuxième succès, c'est justement quand vous avez une approche décloisonnée d'une relation client. Où avant, vous étiez conseiller clientèle, vous pouviez passer senior, puis superviseur, chez nous c'est responsable d'équipe, et ainsi. Donc un potentiel de croisière finalement très, très linéaire. Quand vous concevez une relation client qui est finalement portée par tous les points de contact de la marque, et par exemple des boutiques, nous on a des parcours qui sont beaucoup plus croisés. Et donc vous avez des conseillers clients qui se centrent par exemple une fibre un peu plus commerciale, parce que la nuance dans les boutiques, même si on y fait beaucoup de relations clients, elle est aussi sur la vente, qui deviennent patrons d'une boutique. Et ainsi de suite. Donc ça donne des parcours qui sont de fait plus... c'est moins causalier et moins restreint. Plus puissants, et ça c'est une très forte valeur auprès des collaborateurs. Ça c'est clair. Mais écoutez, merci beaucoup. C'était très complet et très transparent. Merci pour votre volonté d'informer, de nous parler d'une expérience qui est visiblement très réussie. À bientôt. Merci.